commence, on s'installe. Voilà, je pense que la salle est à peu près installée. Alors, bienvenue pour cette table ronde autour de la place du pharmacien dans la prévention. Quand on a évoqué le thème de cette table ronde avec Lucien, le thème de la prévention s'est très naturellement imposé dans nos discussions pour trois raisons. D'abord parce que, comme vous le savez, c'est un axe majeur de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, et c'est également, je dirais, en tous les cas, des débuts de promesses tenues, notamment sur la thématique de la vaccination, avec une décision courageuse portée par la ministre de la Santé. Deuxièmement, la prévention, on le sait, c'est un des points faibles structurels du système de santé français. Environ un peu plus de 15 milliards d'euros, 6 à 7% des dépenses totales de santé, ce qui nous place bien en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, voire même parfois à moitié des dépenses, par exemple, dans les pays scandinaves. Et la troisième raison, c'est qu'on estime tous, en tous les cas en discutant avec Lucien et d'autres experts, que la prévention est un thème d'engagement majeur pour restructurer demain en profondeur les pratiques, pour notamment favoriser et susciter ce qu'on appelle le empowerment des patients, et qu'à ce titre-là, le pharmacien a une place centrale à jouer. Alors, je vous présente les intervenants de gauche à droite. Stéphane Le Boulaert, vous êtes secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Anne-Marie Cosien, vous êtes consultante et experte, ancienne dirigeante d'organismes complémentaires santé. Karine Wolftal, vous êtes présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Alexandre Elarouchi, vous êtes Chief Executive Officer, Chief Operation Officer chez CareLabs, qui est un éditeur de solutions innovantes pour l'organisation des tâches et la transversalité des actions des différents professionnels de santé. Évidemment, Lucien, qu'on ne présente pas, c'est pas utile. Stéphane Le Boulaert, je commence par vous. Le HCAM a donc produit fin juin un avis sur la politique de prévention, un avis qui a notamment vocation à alimenter la stratégie nationale de la santé qui fera l'objet, je vous le rappelle, d'un arrêté en fin d'année. Alors peut-être pouvez-vous nous dire ce qu'il en est des préconisations du HCAM sur cet axe prévention dans la politique de santé française? À vous. Donc, merci, bonjour à tous. Au Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, effectivement, on a souhaité se saisir en 2016-2017, précisément dans la perspective de la mise en œuvre d'une stratégie nationale de santé, de cette thématique de la prévention et de la promotion de la santé. Alors, de façon assez symptomatique, quand on a tenu notre première réunion plénière du HCAM à l'automne 2016 sur cette question, on a eu deux interventions, en l'occurrence du directeur général de la santé et du nouveau directeur de Santé publique France, donc Benoît Vallée d'une part, François Bourdillon d'autre part, qui tous les deux ont mis l'accent sur le manque de moyens. Donc les 15 milliards dont vous parliez à l'instant, censés être l'insuffisance majeure dans le contexte français en matière de politique de prévention. Très concrètement, il ne nous semble pas qu'il s'agisse là de l'insuffisance majeure dans le contexte français. Alors certes, dans d'autres pays, les montants consacrés à la prévention ou à la promotion de la santé peuvent être plus importants, mais à l'intérieur de ces 15 milliards, il y a quand même matière à agir. L'avis du HCAM, on l'a très largement orienté sur la question qui nous paraît centrale dans cette affaire, de la conduite de l'action publique. Et c'est pour ça, et c'est pour éclairer la stratégie nationale de santé que l'on a retenu cet axe en particulier, parce que de quoi s'agit-il à travers la stratégie nationale de santé? Il s'agit de pouvoir identifier de façon prospective et dans le cadre d'une prospective stratégique les menaces de demain, les grands enjeux de demain, les déterminants de la santé de demain, et d'organiser en conséquence la politique des pouvoirs publics, mais véritablement, je dis organiser et non pas en être comme un peu trop souvent dans le champ de la santé sur un melting pot des politiques,
des acteurs, des façons d'intervenir. Donc, la stratégie nationale de santé, pour nous, est l'occasion de reconstituer ou de constituer une gouvernance adéquate, de réordonnancer les politiques, comme on le fait dans les autres champs de l'action publique, comme on le fait à travers les livres blancs de la défense. Si on prend cet exemple, un livre blanc de la défense, c'est là pour identifier les menaces, c'est là pour identifier les systèmes d'armes dont on aura besoin demain, c'est là pour ordonnancer l'action publique de façon à pouvoir utiliser demain ces nouveaux outils, c'est là pour décrire une prospective financière dans la durée. Eh bien, ce que l'on a dit, c'est tout simplement qu'il fallait que dans le champ de la santé, on puisse travailler de la même façon. Il y a un chef des armées, si je puis dire, dans le champ de la santé, c'est le Premier ministre et par délégation en quelque sorte la ministre de la Santé. Il y a des états-majors, ce sont les directions d'administration centrale et la première d'entre elles, la direction générale de la santé. Il y a des opérateurs nationaux et des opérateurs sur le territoire. Il y a des stratèges intermédiaires ou des opérateurs de régulation intermédiaires que sont les agences régionales de santé. Et c'est comme ça, à partir de d'une gouvernance réordonnée, que l'on doit pouvoir conduire les politiques publiques dans le champ de la santé. Ce n'est pas vraiment, faut bien dire ce qui est, la situation d'où l'on part. Aujourd'hui, à quoi a-t-on pu assimiler pendant des années, depuis les années 90, en gros, les politiques de santé publique? D'une part, une foultitude de plans de santé publique, d'autre part, des réseaux, la PMI, la santé scolaire, la médecine du travail. Troisièmement, des actions portées par des opérateurs particuliers, en l'espèce, puisque là sont les financements, bien souvent l'assurance maladie. Donc on avait ces trois ensembles pour fabriquer de la politique publique dans le champ de la prévention, et avec un axe très fort mis sur les plans de santé publique. Les plans de santé publique, c'est quoi? Il y a quelques plans, alors les plus visibles et les plus importants, qui ont une certaine consistance. Oui, le plan national nutrition santé a une consistance. Le plan national en matière de sécurité sanitaire environnementale a une certaine consistance. Mais on a aussi derrière cette façon de fabriquer l'action publique un certain nombre de coquilles vides, un certain nombre d'objets creux, un certain nombre de dispositifs où les moyens n'ont jamais accompagné le marketing politique ou opérationnel que l'on faisait à travers ces plans. Alors, plan par pathologie, plan par déterminant de la santé, plan par population. Donc, ce que l'on dit fondamentalement, c'est que ce n'est pas comme cela que l'on ordonne l'action publique quand on veut véritablement mettre des moyens, et en particulier mettre des moyens dans le champ de la prévention. Il faut une stratégie qui définisse les priorités, il faut un plan d'ensemble qui va s'efforcer de distribuer les moyens dans le temps entre ces différentes propriétés, et à partir de là, il y a des acteurs sur le terrain dont le job est de mettre en œuvre les programmes d'action, et ceci pour éviter que chacun, dans son petit coin, fabrique un morceau de la politique publique nationale, comme ça a souvent été le cas. Donc effectivement, je résume vos propos, hein, selon vous, les moyens financiers sont là. Il n'y a pas besoin d'aller, je dirais, décréter a priori qu'on va augmenter de 10, 20, 30%. En revanche, effectivement, c'est éclaté, non structuré, non financé par un certain nombre d'actions. Et également, donc, on a ce problème de gouvernance en haut, mais on est bien d'accord que la politique de prévention, elle est d'abord opérée en bas par les acteurs de terrain. Dans ce cadre-là, comment est-ce que vous, a priori, définissez la place du pharmacien dans ces actions de terrain? Comment est-ce que vous le situez? D'abord, je suppose que vous ne le situez pas en action isolée, bien entendu. Est-ce que déjà vous êtes penché un peu sur les rôles des différents acteurs dans le cadre de ce travail?
Bien, très concrètement, sur le premier volet, mettre plus de moyens dans une organisation telle que je l'ai décrite à l'instant, pour moi, il s'agit d'arroser du sable. D'accord. Peut-être que quelques domaines d'action pourraient en profiter utilement ou valablement, mais dans l'organisation telle qu'on la connaît, il ne servirait à rien de mettre 10 ou 15% de moyens supplémentaires. Parce qu'avec les 15 milliards dont on parlait, on ne peut pas dire qu'effectivement, dans le concert des pays, notre action soit particulièrement valorisée. Donc ça, c'est le premier point. Sur la question de l'organisation de l'action au plus près du terrain. On a un certain nombre d'ensembles aujourd'hui. On a les professionnels de ville. On a un certain nombre de réseaux, ceux dont je parlais tout à l'heure, PMI, médecine du travail, mais ne serait-ce que dire évoquer ces réseaux, c'est déjà évoquer les problèmes qui sont en déliquescence que pour beaucoup, connaissent ces réseaux en termes de recrutement, voilà. En termes de mobilisation sur le territoire, etc., etc. On a troisième catégorie d'acteurs, on a les associations, bien entendu, très présentes sur la promotion de la santé en particulier. Aujourd'hui, ces différents acteurs ne sont pas embarqués dans des politiques communes ou coordonnées la plupart du temps. Donc chacun va exercer sur son aire, si je puis dire. On a de nouvelles organisations, les maisons pluriprofessionnelles, les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, dont ça pourrait être une des vocations demain que d'organiser l'action territoriale. Elles en ont les ressources, puisqu'elles mobilisent différentes catégories de professionnels. Est-ce que ce sont des développements qu'elles prendront en charge? Je ne le sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas dire aujourd'hui si les maisons de santé pluriprofessionnelles vont aller au-delà de ce qu'est leur patientèle pour aller prendre en charge des responsabilités auprès des populations de façon plus générale et sur le territoire. Mais là, il y a en tout cas une potentialité, mais il y aura une potentialité que si ce type de structure veut bien impliquer évidemment l'ensemble des professionnels de santé, mais s'imbriquer aussi avec un certain nombre de réseaux. On ne fera pas, enfin, même si certains rapports de façon assez conservatoire continuent de dire qu'on peut réinsuffler une vie à la médecine scolaire telle qu'on l'a fabriquée il y a quelques décennies, je n'y crois pas une seule seconde. On a fait évoluer la médecine du travail et elle ne retrouvera pas ces caractéristiques d'antan. Donc il faut bien que les professionnels de santé de ville soient mobilisés sur ce qui était le domaine propre de ces grands réseaux, encore une fois, PMI, santé au travail, santé scolaire, etc. Parce que c'est là que l'on peut fabriquer aussi des politiques ordonnées en matière de santé publique, en matière de promotion de la santé. Et les pharmaciens représentent le maillage le plus intéressant sur le territoire, avec sans doute les infirmiers libéraux. Donc si on dit que les professionnels de santé doivent être mobilisés auprès des autres réseaux et auprès des acteurs de la promotion de la santé au plus près du terrain, évidemment, il faut s'appuyer sur les deux réseaux professionnels de plus grande proximité, encore une fois, les infirmiers et les pharmaciens, même si sur certains sujets, il y a parfois des bisbilles entre les deux professions en question. Ok, merci. On reviendra tout à l'heure sur les moyens quand même de rendre incitatif cet engagement dans la prévention, puisqu'on sait que il y a non seulement la problématique tarifaire, mais également la gestion du temps disponible. Karine Wolf, l'Ordre des pharmaciens est assez impliqué dans la thématique de la prévention.
Vous avez milité, vous militez encore pour la vaccination à l'officine. Vous êtes également promoteur en tous les cas, de démarches, je dirais, volontaristes en matière de dépistage. Vous êtes également un producteur d'informations qualifiées en termes d'informations santé via le CESFARM. Pour vous, est-ce que la prévention est au cœur, je dirais, professionnellement et éthiquement, du métier du pharmacien aujourd'hui et encore plus demain ? Oui, alors je répondrai à votre question en dernier. Je vais d'abord commencer par vous remercier pour m'avoir invité et me donner l'occasion de m'exprimer effectivement dans les toutes premières fois depuis le début de mon mandat. Et effectivement, vous confirmez que je suis convaincue, comme beaucoup d'entre nous, que la prévention est quelque chose de majeur pour nous, pharmaciens, dans l'avenir de la profession, auquel je pense qu'il faut absolument qu'on s'engage. Et pour aussi reprendre quelques propos de Stéphane, globalement, on a la chance effectivement d'avoir une ministre qui a mis un plan de stratégie nationale de santé très axé sur la prévention. Moi, je souhaite qu'effectivement la santé soit considérée comme un investissement et non plus comme un coût. On parle de la santé en termes de coûts, il faut enfin qu'on en parle en termes d'investissement pour les Français de demain. Et je vais reprendre une phrase qu'avait dit Isabelle Adno à l'ouverture des entretiens de Bichat l'année dernière. Je rêve du jour où on ne parle plus d'assurance maladie, mais d'assurance santé. Donc le jour où on aura un gouvernement qui parlera plus d'assurance maladie, mais d'assurance santé, je pense que symboliquement déjà, on aurait fait un grand pas. Donc voilà, donc c'est quelques propos préliminaires d'introduction. Et pour répondre donc à vos questions, oui, la prévention, la vaccination, je suis convaincue, est un apport en termes de santé publique à la population en premier lieu, avant de parler de services du pharmacien. Et je considère que le pharmacien, vous le savez tous, nous voyons 4 millions de Français passer nos portes chaque jour, et parmi eux, pas que des malades, donc des accompagnants ou des personnes dont justement nous pouvons agir sur la prévention. Donc je suis effectivement plutôt optimiste quand je vois le plan de la ministre. Nous avons d'ailleurs fait pas mal de propositions. Bon, il y a bien sûr la vaccination, vous l'avez évoqué, mais élargir les possibilités de vaccination, les dépistages. Et j'allais dire aussi là en collaboration, bien sûr avec nos amis pharmaciens biologistes, mais aussi avec les autres professionnels de santé. Je pense qu'on ne peut plus raisonner isolément, juste le pharmacien dans l'officine. Il faut qu'on considère le patient dans son circuit global et qui peut le mieux agir en termes de prévention, qui a les meilleures compétences pour agir sur la prévention du patient. Donc les dépistages, bien sûr le suivi et l'accompagnement des patients, là il s'agit peut-être plus de la prévention secondaire, ouais. Peut-être même tertiaire, mais là aussi il y a de nombreuses pistes, bien sûr les entretiens, les bilans de médication qu'on va pouvoir commencer à faire, tout ce qui est l'accompagnement à l'observance, voilà. Donc là ce sont des missions dont il faut absolument que les pharmaciens s'emparent. Je dirais que la population nous attend sur ces points-là. Il y a un récent sondage qui est paru, fait par Odoxa, je crois, qui est très intéressant, qui montre qu'on a une perception différente, nous, pharmaciens, de celle des patients et de la population. La population trouve que, bon, nouveaux services, ils ne les voient pas tellement. Nous, pharmaciens, si, on dit, bah si, on fait plein de nouvelles choses. Donc, ce qui veut dire qu'on a encore de la marge de progression. Les patients, nos clients, nous attendent sur les questions de prévention et ils en demandent. Donc, c'est à nous, je vais dire, d'être confiants dans ces missions-là et dans ces rôles-là et d'aller effectivement dans ce sens de l'attente de la population. Le CESFARM, vous l'avez évoqué, c'est effectivement une commission de l'ordre qui a vocation d'éducation sanitaire, donc qui accompagne les pharmaciens et les patients dans l'éducation sanitaire. Donc de nombreux documents, vous le savez, sont disponibles par cet organisme, mais aussi on travaille beaucoup avec eux et les organes, par exemple, de Santé publique France sur l'accompagnement des campagnes de prévention notamment. Donc le CESFARM est déjà un outil qui existe. Il en faut d'autres, je pense, pour justement accompagner les pharmaciens vers ces évolutions. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'ai lancé des groupes de travail au sein de la maison Ordre
interprofessionnelle, ce qui est aussi une première, c'est-à-dire tout métier confondu, sur notamment 3 thèmes, dont le premier, la prévention. Tout métier au sein de la pharmacie ou avec d'autres professions? Tous les métiers au sein de la pharmacie. D'accord. Donc, on a eu le premier groupe de travail qui s'est réuni lundi, et avec pour objectif pour ce groupe de travail de sortir avec, alors ils vont réfléchir hein, bien sûr, mais ce qu'on pourrait appeler par exemple un livre blanc de la prévention pour le pharmacien. On invitera d'ailleurs certainement certains d'entre vous à réfléchir avec nous sur ces thèmes. Donc bon, juste, il y a la prévention, je l'ai mentionné, mais il y a aussi la pharmacie clinique, qui là concerne plus le lien ville-hôpital, et puis bien sûr les technologies. Donc voilà, 3 groupes de travail qu'on a lancés à l'ordre, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la prévention, et l'idée, c'est là aussi de sortir avec des outils et des propositions à faire, non seulement à la ministre pour accompagner sa stratégie nationale, mais aussi des choses concrètes que le pharmacien peut il doit, j'allais dire, s'emparer dès demain dans le champ de la prévention. On a cité la vaccination, on a cité le dépistage, on a cité l'accompagnement. Je voudrais aussi citer le mésusage, la prévention du mésusage. On a vu cet été la codéine retirée effectivement du conseil du pharmacien. Je sais qu'on est nombreux, y compris dans la salle, à vouloir faire des propositions pour que le pharmacien puisse prescrire des médicaments donc à prescription pharmaceutique qui éviteraient justement sur soit des médicaments PMF de revenir dans le champ de la PMO, soit au contraire pouvoir sortir de la PMO des médicaments que le pharmacien peut tout à fait prescrire, il en a toutes les compétences. Donc il y a de nombreux sujets autour de la prévention, que ce soit primaire, secondaire ou tertiaire, que moi j'encourage, et l'ordre sera là pour encourager le pharmacien dans ces champs-là. C'est important en termes de santé publique, et la population nous attend sur ces domaines-là. Bien sûr, effectivement. Comme vous l'expliquez, hein, le champ de la prévention est plus large qu'on peut l'imaginer, je dirais, originellement. Quand on évoque la lutte contre le mésusage, peut-être aussi la lutte contre la iatrogénie, quelque part, c'est une prévention des risques. Donc on est bien d'accord qu'on est dans un champ assez connexe. Vous diriez que demain, l'objectif, ce serait par exemple que chaque patient qui a une question de santé, qui se pose une question sur sa santé, sur la santé d'un proche, au lieu d'aller sur Internet ou d'attendre hypothétiquement un rendez-vous chez son médecin qui n'aura pas le temps, il ait le réflexe systématique d'aller peut-être à la pharmacie, qui serait l'espace de discussion, de partage sur la santé, par exemple. Est-ce que ça pourrait être une sorte d'objectif un peu idéal? Ouais, alors là, je pense qu'on est effectivement dans un rêve très lointain, parce qu'il faut quand même reconnaître et admettre, et peut-être même l'accompagner, le réflexe des Français aujourd'hui et de la population en général d'aller sur Internet. On fait tous, et je suis sûre que vous le faites aussi. Vous avez une question, vous prenez votre smartphone, Google, et vous tapez. La difficulté, c'est de ne pas s'en contenter souvent. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut peut-être pas être complètement non plus utopiste. Par contre, il faut effectivement saisir toutes les occasions qu'ont les pharmaciens quand on reçoit les mamans, quand on a un accompagnant, quand il y a des difficultés avec effectivement les traitements d'une personne polymédicamentée. Je crois qu'il faut saisir toutes les occasions qu'on a d'avoir, quand on a des clients ou des patients en face de nous, effectivement, de leur expliquer ce qu'on peut faire, de les accompagner. Et je dirais les Français le font assez bien, globalement. Mais effectivement, il faut encourager dans ce sens-là. Alors, une dernière petite question. Hein. Vous parliez tout à l'heure des campagnes, notamment de Santé publique France, qui sont relayées par le CESFARM. On sait qu'une des difficultés de cette prévention, je dirais, informative descendante et un peu globale, c'est d'adapter les messages aux catégories de population. On sait qu'effectivement, des messages, par exemple, nutritionnels n'ont pas du tout le même impact selon les CSP. On sait que les classes, par exemple, les plus défavorisées sont moins réceptifs. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir adapter, qualifier ces messages et savoir parler à des catégories de gens différents. Est-ce que les pharmaciens sont armés pour le faire aujourd'hui ? Alors écoutez, je peux vous en parler plus précisément, puisque j'exerce moi-même donc, dans un quartier dit difficile.
où effectivement je suis tous les jours devant ces populations difficiles, qui sont, alors d'ailleurs, c'est pas nécessairement une question c'est souvent une question de langage, de compréhension, de culture parfois. Donc il y a plusieurs raisons qui font que, en termes de communication, mais ça on le sait bien, les messages sont parfois difficiles à faire passer, mais je crois que les pharmaciens ont l'habitude de ça, quel que soit leur lieu d'exercice, quel que soit leur mode d'exercice, ils s'adaptent. Ils connaissent leur patientèle. Ils connaissent leur patientèle, ils savent communiquer avec leur patientèle, ils perçoivent bien quand le message passe pas et ils savent le corriger et l'adapter. Je pense que... alors après, ça ne répond pas finalement quand même à votre question. C'est que c'est vrai que les documents qui sont produits, que ce soit par les autorités ou par tous les efforts que nous faisons, c'est vrai qu'il y a souvent une nécessité d'adaptation. Bien sûr. Mais voilà, après, je crois que ça sera toujours le cas. Donc, je fais confiance aux pharmaciens pour justement savoir décoder parfois les messages qui leur sont passés, et puis ils savent sinon vers qui se tourner quand ils ont des difficultés, ou pour produire eux-mêmes ou près de leur groupement des documents parfois peut-être plus adaptés. Merci. On reviendra avec vous tout à l'heure sur ces sujets pour les creuser encore plus. Lucien, PHR, j'ai le sentiment que c'est un groupement qui est en avance et très investi sur ces questions de prévention, puisque prévention, ça rime aussi avec innovation, si je ne m'abuse, par rapport au métier de l'officinal aujourd'hui et demain. Alors justement, où est-ce que vous en êtes déjà de la réflexion chez PHR et des actions aujourd'hui et demain? Oui, Hervé, merci. Au risque d'enfoncer un peu de porte ouverte, je voudrais vous donner notre point de vue sur la prévention, en tous les cas notre définition à nous de la prévention. Il y a, je ne vais rien inventer, mais on a ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est essayer de réduire autant que faire se peut les risques d'apparition de nouveaux cas. Et là, je vois en le pharmacien un acteur majeur, puisqu'il va pouvoir très facilement intervenir sur les conduites individuelles à risque et tous les risques en termes environnementaux ou sociaux. Là, pour moi, rôle majeur, voire prioritaire, du pharmacien. Je veux bien le partager avec l'infirmière, mais mon infirmière voit en général des gens déjà malades, touchés. Donc là, pour moi, c'est clair, le pharmacien devrait être en première ligne et, si je puis dire, l'acteur prioritaire. Deuxième, c'est cette prévention dite secondaire. Là, le but, c'est de diminuer la prévalence d'une maladie dans une population. Là, je pense qu'à ce stade, il s'agit plutôt de dépistage. Et je pense en effet que ce soit infirmière, médecin, pharmacien, on a un rôle concerté, si je puis dire, à mener, essayer de travailler ensemble. Et la place du pharmacien existe évidemment. On a un problème en matière de prévention. On aura beau développer tout ce qu'on a développé, je vais le rappeler en quelques mots, mais on a un véritable problème, c'est un problème de communication. C'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui, clairement, de signifier, on va dire de manière ostentatoire ou même avec tact et mesure, le fait que tel ou tel pharmacien organise telle ou telle journée de prévention ou de dépistage. Voilà, on est obligé de rester dans le cadre du code de déontologie qui existe. Je sais qu'on doit le dépoussiérer, on y travaille. Les élections présidentielles sont arrivées là pour un peu nous couper dans l'élan. Nouvelle présidente du Conseil de l'Ordre, donc très heureuse, on va pouvoir le faire avancer. Attendez, prenez le micro si vous voulez bien. Excusez-moi, c'est pour l'enregistrement. Alors, c'est un demi-scoop, mais on a repris effectivement les travaux très récemment et nous avons en novembre, le 27 novembre précisément, une réunion justement avec le ministère pour relancer les travaux sur le code de déontologie. Et notamment sur l'aspect communication justement de ces actions de santé publique. Sur l'aspect. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit l'industrie pharmaceutique nous expliquer qu'il travaille pour un monde meilleur et nous, acteurs de santé et pharmaciens de tous les jours, je ne sais pas pour quel monde je travaille puisque je ne suis pas capable de l'expliquer en tous les cas de manière
j'allais dire, officielle, et puis ça pourrait être d'ailleurs une campagne menée par l'ensemble de la profession, hein, pas spécialement par un groupement. Je ne suis pas favorable uniquement à la mise en avant d'un groupe de pharmaciens par rapport à d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la profession soit reconnue en tant que telle et qu'on aille vers cet acteur de santé de premier recours que doit être le pharmacien de demain, clinicien, comme vous l'avez dit, je suis Et en réseau. vraiment en phase. En réseau. En réseau, parce que c'est pas une histoire de, pas une religion, vous l'avez entendu hier et vous l'entendrez dans les allées. Je suis chef d'entreprise, je suis pharmacien acteur de santé, je suis aussi commerçant, je suis manager, par moment je dois être informaticien, je dois faire une partie du travail de la sécurité sociale. Il me faut du temps. Donc si mon réseau peut me fournir des moyens et des outils me permettant, alors notamment s'appuyant sur les nouvelles technologies, me permettant d'aller plus vite, d'être plus efficace, si par ailleurs il peut se soucier et me résoudre certains de mes problèmes back-office qui finalement sont sans valeur ajoutée pour les patients et mes patients et mes clients, alors Ça peut oui, être la en réseau. CPTS. Est-ce que ça peut être la CPTS selon toi, C'est-à-dire, Lucien? excuse-moi. La communauté professionnelle territoriale de santé. Est-ce que cette approche d'échelon régional qu'évoquait Stéphane Le Boulaert est Oui. une opportunité? Et notamment sur le problème de la communication, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain, cette publicité sur une action de dépistage dans, je sais pas, les 3-4 officines d'un territoire, plus les cabinets, soit faite par ce réseau demain? Oui, Je ne sais pas, hein, c'est une question. Oui, je suis favorable en effet, mais tu vois, moi j'aime bien que les choses soient faites par les gens qui ont envie de faire passer les messages. Moi je suis pharmacien, je ne Bien vais sûr. pas laisser aux autres le soin de communiquer pour moi. Donc oui, bien sûr, pour participer à tous ces groupes de travail et à cette communication générale, je pense qu'on a un déficit, nous, très important. Pas vis-à-vis de notre patient et de notre client, mais un déficit par rapport à l'ensemble de la population, donc par rapport aux autres acteurs de santé. Et cette lutte de pouvoir qui ne devrait pas exister, finalement, qui paye les pots cassés, c'est la population. Vous parliez tout à l'heure, M. Boulaert, des grands défis à venir, des grands défis, l'antibiothérapie en 2030, 2040, comment on va faire pour résoudre tous ces problèmes. Donc pour moi, clairement, oui, c'est le rôle des pharmaciens. Et nous, écoutez, ça va faire des années que nous avons mis à la disposition de nos pharmaciens des diététiciennes pour les accompagner dans les entretiens qu'ils ont avec leurs patients. On n'est pas là pour faire maigrir, on est là pour dire comment je fais avec une pathologie lourde ou pas trop lourde, bien vivre, quelles sont les règles d'hygiène, quelle doit être mon alimentation. Et pour les bien portant, comment je fais pour ne pas tomber Et malade. vous osez tarifer cette prestation aux patients? Et on tarifie cette prestation. Je crois que la loi HPST nous a donné un certain nombre d'axes. Certes, des décrets ne sont pas parus. Bon, cette loi maintenant date de 2009. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, si vous voulez, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, premièrement. Deuxièmement, ce sont les clients et les patients qui terminent l'entretien par dire « Qu'est-ce que je vous dois, docteur ?» Donc, à partir de là, excusez-moi, mon rôle est clairement affiché par le client. Et vous dites 23 €, forcément. Et on dit 25 maintenant. 23, 20, 25. Là encore, le pharmacien, par rapport au CSP, sait très bien à qui il s'adresse. Mais on voit que ce n'est pas un frein. On voit que ça marche très bien. On voit... Vous savez, quand vous recevez une lettre d'un service hospitalier qui écrit « Mon cher confrère » en écrivant à un médecin généraliste, « Je vous adresse Madame Untel et je lui conseille d'aller dans cette pharmacie parce qu'elle est suivie en plus par une diététicienne et depuis 6 mois, nous avons enfin résolu son problème d'équilibre d'hémoglobine glycosylée, chose qu'on ne faisait pas depuis 3 ans. » Écoutez, moi, si on n'a fait qu'une bonne action et qu'on a fait 7 bonnes actions, je trouve ça déjà une réussite. Alors, bien sûr, on implique nos pharmaciens sur le conventionné, donc l'asthme, les AVK. Nous allons les préparer, nous les préparons, et j'en parlerai demain après-midi, sur les bilans de médication, évidemment, la vaccination. Bon, je regrette qu'on soit à titre expérimental, mais bon, il ne faut pas brutaliser nos amis médecins, mais bon,
Voilà. Et ce qui est très important, en fait, c'est l'usage. Parce qu'on est on est dans un monde de l'usage, c'est l'usage qu'on voudrait voir, que nos clients, nos patients vont faire de nos pharmacies, l'usage de leurs pharmaciens. C'est ça le plus important. Bien sûr. Merci Lucien. Alors demain, PHR a aussi des projets novateurs en matière de prévention active, Oui. si je puis dire. Oui. Est-ce qu'on peut en évoquer 2 mots dès maintenant et développer cet après-midi, par exemple? Oui, non, mais C'est sympa, ça va merci, être très simple. Lucien. Bon, j'annonce à mes confrères que nous allons les engager dans une démarche, j'allais dire, plus proactive, plus importante. Premièrement, nous allons leur demander de s'impliquer dans la médecine alternative, dans la médication naturelle et alternative, parce qu'on ne peut pas parler d'hygiène de vie, de santé, sans présenter un certain nombre de produits ou de services liés à l'hygiène de vie. Donc, référencement. Phytothérapie, homéopathie, produits sans Vous n'allez pas faire l'acupuncture? produits sans gluten. Non, produits sans gluten. Mais mon groupement d'employeurs pourrait permettre de mettre à disposition des pharmaciens un certain nombre d'acteurs. Bon. Mais, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est matérialiser concrètement que vous êtes des acteurs de santé. Donc, à partir du 1er janvier 2018, je vais engager une campagne auprès de chacun d'entre vous. Je veux voir dans vos pharmacies des cabinets pharmaceutiques. Ce n'est pas le bureau du pharmacien, ce n'est pas le cabinet ou centre d'entretien, ce n'est pas le coin de confidentialité. Je veux que l'on voit dans ces pharmacies des cabinets pharmaceutiques clairement indiqués. Par ailleurs, on part un peu dans tous les sens. Alors, un petit peu d'AVK, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et moi je développe ci, et moi je développe ça. On va créer un programme, un vrai programme avec une logique qu'on va marketer, bien sûr, mais derrière le marketing, il y a évidemment des idées bien concrètes. Oser la santé, c'est mieux pour la vie. Et nous allons oser bouger, nous allons oser manger, nous allons oser respirer, nous allons oser tout au long de l'année et pouvoir présenter ces services en adéquation avec un engagement bien précis. Et puis, on parle de télémédecine, j'allais dire de télédépendance, par rapport à un système où on nous explique qu'il est médico-centré et hôpital-ville complètement avec des ponts coupés. Je pense que, et là peut-être que le groupement a un rôle majeur de créer un système de télépharmacie, d'assistance 24 heures sur 24. Je peux joindre mon pharmacien à tout moment de la vie parce que j'ai besoin d'informations. Et là, les nouvelles technologies peuvent nous aider. Pour quel type de conseils, concrètement, Lucien? Quel type de conseils Ce soir, je suis rentré et mon fils a de la fièvre, il a l'air de tousser un petit peu. Je ne peux pas prendre rendez-vous chez le médecin, pas avant demain soir, et encore j'ai réussi, c'est fantastique, il peut m'en recevoir demain soir. C'est ma pédiatre, elle est gentille, donc elle a accepté, elle me prend en urgence, mais j'ai des boîtes d'une ancienne prescription, est-ce que je m'en sers, je m'en sers pas, quel dosage, est-ce que j'en prends pas. Je peux poser la question à mon pharmacien, tu me diras, je prends ma voiture, je me déplace, je vais le voir, ou je descends et je vais le voir, mais il est 20h. Il est 20h, il est vraisemblablement fermé, et là, je peux avoir un pharmacien en face qui peut éventuellement servir de premier recours pour trier, si je puis dire. Et là, oui, il faut aller voir un médecin, il faut aller aux urgences. Je peux vous conseiller de commencer comme ça, et on se reparle dans 2 heures. Donc ça peut aussi être un régulateur pour une prise en charge plus sérieuse. Alors, comment est-ce qu'on le tarife ça? Est-ce qu'on fait un 0,899 ou bien est-ce qu'on considère que ça fait partie d'un service global que rend le pharmacien à la population? Non, c'est impossible aujourd'hui de considérer que c'est un service global, que le pharmacien, c'est tout gratuit. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, le pharmacien, on n'a pas encore créé de lettres pour le pharmacien. P3, P2, P1, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est un axe dans lequel
on doit s'engager, s'engouffrer. Il faut que et les groupements et les instances professionnelles, et notamment les syndicats, aillent dans les négociations, aillent dans Donc ce sens. avec l'assurance maladie, éventuellement, sur ce thème-là? Avec l'assurance maladie ou avec les assurances complémentaires. Et où? Voilà. Bien sûr, D'accord. mais je pense qu'aujourd'hui, là encore, tout ça, on en parle, on se regarde le nombril. Que veut le patient? Que veut le client? Que veut le consommateur? Demandez-lui. Et aujourd'hui, lorsque vous lui posez la question de savoir si ça doit être pris en charge par les mutuelles ou pris en charge par l'assurance maladie, vous avez 50-50. Et on ne peut pas imaginer que le patient finance ou cofinance un peu cette demande de conseil qui est, je veux dire, un service rendu qui vaut... Il le finance déjà à travers ses contrats d'assurance. D'accord. Mais pourquoi pas? Le reste à charge est plutôt bas en France par rapport aux autres pays. Donc pourquoi pas? Merci Lucien. D'autres choses, on reviendra dessus Non, après, je pense. Hein. Putain. Merci. Anne-Marie, là, on va peut-être passer à la question. Alors, on n'a pas de représentant des régimes obligatoires, mais peut-être qu'on pourra en parler avec Stéphane Le Boulaer un peu après. Alors, avec vous, Anne-Marie, avec toi, Anne-Marie, on va parler effectivement des OCAM. Hein, en technocratie, c'est les complémentaires santé. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elles sont par rapport à cette, je dirais, affichage volontariste en matière de prévention? Est-ce qu'elles sont prêtes, parce que tout le monde dit qu'elles doivent cofinancer, l'avis du Haut Conseil le dit, à quelle hauteur, comment, quelles actions, avec quel retour, et psychologiquement, comment est-ce qu'elles se situent aujourd'hui, alors qu'elles sont quand même dans un maelstrom, je dirais, interne de réorganisation qui est assez violent actuellement? Merci de cette question qui est immense. Donc déjà, effectivement aussi, merci de m'avoir invité. Donc je représente effectivement ce monde, un peu plus près du micro, ce Anne-Marie, monde merci. merveilleux des OCAM. Alors, est-ce que vous connaissez déjà votre mutuelle? Posez-vous la question, est-ce que vous savez quel est le nom de votre mutuelle en tant que pharmacien? Et souvent, la réponse est non. Alors peut-être vous, parce que vous les financez, vous financez celle de vos salariés, mais en tout état de cause, il y a une méconnaissance des acteurs de la santé, des acteurs de la chaîne de la santé. Non seulement il y a une méconnaissance donc, entre les groupes d'acteurs, mais au sein des groupes d'acteurs, il y a également des problématiques de gouvernance qui ont été évoquées tout à l'heure par Stéphane Le Boulaer pour tout ce qui est santé publique, mais qui existent aussi en matière de santé complémentaire, et pour cause. Et pour cause, la mutualité, alors parce qu'on m'a demandé de parler plus précisément des mutuelles et de l'économie sociale et solidaire, donc mutuelles et institutions de prévoyance. Je laisserai de côté les méchants assureurs, mais je serai quand même amenée à en parler. Comment connaissent-elles les pharmacies déjà? On va voir, Tout à fait. Je joue le jeu dans ce sens-là. Alors, on ne vous connaît pas très bien, on vous connaît par le tiers payant. Donc en fait, on ne voit absolument rien puisque nous sommes payeurs aveugles derrière la sécurité sociale. Et ça a été justement dit par Lucien, c'est vrai qu'aujourd'hui, le reste à charge laissé après la part du régime obligatoire n'est pas extrêmement importante dans ce pays, elle est même négligeable. La sécurité sociale prend plus de 85% des dépenses en charge, et au-delà, notamment en termes d'ALD. Donc vous allez me dire, vous payez cher, c'est en tout cas la réputation qu'on a des assurances complémentaires, juste pour la santé, je ne parle même pas de la prévoyance, et en regard, qu'est-ce qu'elles offrent? Elles ne font qu'augmenter leur tarification, et pour cause, à chaque PLFSS, on a toujours la crainte, effectivement, qu'on nous retire encore un peu plus de capacité, si vous voulez, de gérer. Alors qu'elles remboursent au moins avec les ALD qui progressent. Alors, ça, je voir. pense que c'est un terrain glissant. En tout cas, moi, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais c'est vrai que je comprends l'opinion publique et l'opinion négative qu'on peut avoir contre les assureurs santé en général, en disant, voilà, vous êtes des voleurs, vous n'assurez pas grand-chose, et il y a des restes à charge. Et c'est tout à fait normal, d'ailleurs, que le gouvernement commence à parler de restes à charge zéro en matière optique, dentaire, audioprothèse, parce que finalement, vous devriez être au moins capable de faire ça. On pointe du doigt aussi nos frais de gestion, ça a été longuement évoqué pendant la campagne présidentielle. Mais écoutez, je ne vais pas nous défendre, je vais simplement essayer d'expliquer effectivement que nous vivions dans un monde à part. Ce que nous revendiquons, nous voulons bien payer plus, mais ce que nous revendiquons en regard, c'est d'obtenir les données de consommation, donc celles du régime obligatoire, et grosso modo des données individuelles. Évidemment, en respectant, bien évidemment, les lois assez drastiques de ce pays en termes de gestion de data. Pourquoi? Parce que nous pensons que l'avenir est sur la data, ça c'est pas un scoop, et nous pensons que grâce à cette pratique nouvelle autour des data, nous pourrons monter des parcours de santé qui nous rendront vraiment utiles et efficients pour l'avenir.
Donc je reprends. Comment connaissons-nous les pharmacies d'officine? Juste à travers le tiers payant et à travers le fait que la mutualité française donc, dispose de plus de 50 pharmacies qui sont des modèles atypiques par rapport à votre modèle de gouvernance habituel. Quand il y a eu la loi HPST, donc il y a de nombreuses années, nous avons commencé à phosphorer, notamment avec vos syndicats de pharmaciens, et également nous avons contacté l'ordre sur le thème « Que pourrions-nous faire ensemble ?» Puis, entre-temps, il y a eu d'autres événements qui ont fait qu'on a finalement laissé tomber cette loi. J'ai été regarder sur le site de l'ordre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que nous n'a pas beaucoup participé à vos côtés à la création d'opérations en commun. Et pour cause, pendant que vous aviez vos propres affaires d'évolution de modèle, comme là d'ailleurs l'industrie pharmaceutique a aussi une évolution de son business model, nous on a été frappés par une succession de cadres réglementaires et législatifs. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Alors grosso modo, première directive européenne transposée en 2002, il a fallu qu'on sépare nos activités, donc santé, prévoyance, on faisait aussi du tourisme social. Il a fallu qu'effectivement on mette un peu d'ordre dans tout ça, qu'on obtienne des agréments pour pratiquer la santé d'un côté, la prévoyance de l'autre. Ça a régulé de façon assez énorme le marché. On est passé de 1000 mutuelles à 700. Ensuite, il ne s'est rien passé pendant quelques temps. Il y a eu les contrats responsables. Et les contrats responsables, pour rebondir sur la thématique, c'est une intégration obligatoire d'actions de prévention dans les prestations offertes par les OCAM, pour bénéficier effectivement de l'appellation contrat responsable et de la fiscalité à l'époque allégée. Bon, on a tellement bien joué le jeu qu'aujourd'hui, on fait tous de la prévention dans tous nos contrats, et c'est là que je reviens à la différence mutuelle et gentille qui sont dans le non lucratif, les institutions de prévoyance qui, elles, sont sur le collectif d'entreprises, mais toujours à but non lucratif, c'est-à-dire que nous n'avons pas de bénéfices. Quand nous faisons des excédents, nous les redistribuons à nos clients, d'ailleurs on ne dit pas clients, on dit adhérents. Et les assureurs qui se sont dit c'est tout à fait idiot d'être fiscalisé, donc nous aussi on va faire du contrat responsable. Et de ce fait, depuis aujourd'hui les années 2000, tout le monde propose la même chose. En 2016... Un peu d'automédication, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, ce que je veux dire, c'est que tout le monde propose exactement les mêmes garanties, en individuel et en collectif. En fait, la seule différenciation, pour le moment, se fait sur le tarif. 2016, nouveau bouleversement, c'est pour ça qu'on avait un peu d'autres chats à fouetter, c'est qu'il y a une seconde vague de transposition des directives qui a eu un effet majeur de regroupement des organismes, ce que vous avez connu dans l'industrie pharma, ce que vous connaissez à travers aussi les nouveaux regroupements, donc à travers les concentrateurs et les opérateurs de regroupement de pharmacie. Eh bien nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 300-400 organismes d'assurance maladie complémentaire, et quand je dis 300-400, je suis gentil, il y en a 100 qui sont substitués, qui sont juste des vitrines. Demain, je vous laisse calculer, la taille critique aujourd'hui, c'est 10 millions de personnes protégées. Je vous laisse diviser 5, 6, des mutuelles de niche. Mais en tout état de cause, c'est ça qui se passe. Il y a un rouleau compresseur en ce moment, création d'un énorme groupe comme Vive, Harmonie Mutuelle, que vous devez connaître forcément, souvent vos officines ne sont pas très loin des boutiques Harmonie, la grande mutuelle de la fonction publique MGEN, qui par ailleurs gère le régime obligatoire pour l'éducation nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que les OCAM sont conscients que tout ce qu'ils ont connu précédemment va être totalement chamboulé, que les tailles critiques vont bien évidemment accélérer des vraies décisions en termes de différenciation des offres. Et là, j'y viens par rapport à ta question. Donc, très clairement, on fait beaucoup de marketing en termes, effectivement, de prévention. On le fait tous, d'ailleurs. Les pubs radio, ouais. J'entendais Lucien parler de la communication et du souhait de la profession de communiquer. Moi, je plains un peu les Français, parce qu'aujourd'hui, quand ils allument leur poste de télévision, ils sont c'est très difficile d'échapper aux publicités pour l'assurance santé. Et quand ce n'est pas l'assurance santé, c'est l'industrie pharma. Donc là, la chaîne se retrouve. Donc je ne sais pas si c'est la bonne piste. Moi, je suis pour l'efficience et pour des activités, on va dire, des actions pratiques. Donc du coup, j'ai un peu réfléchi sur l'évolution des OCAM et vos évolutions. Comment peut-on croiser tout ça? L'OCAM, aujourd'hui, pour se différencier, il va faire des actions de prévention. Il va souhaiter, notamment en matière individuelle, assurer l'adhérence sur toute sa prophylaxie de maladie. C'est-à-dire le prendre jeune, le conserver le plus longtemps. Il faut savoir que la détention donc la plus longue d'un contrat pour un contrat collectif, c'est 7 ans. C'est super quand on garde donc un groupe d'assurés pendant 7 ans. Pour les mutuelles de la fonction publique, c'est super parce que c'est tout au long de la vie. Je
Je veux dire, ils arrivent dans la fonction publique à 20 ans et on peut les garder jusqu'à leur mort. Mais ça a eu tendance à se réduire, hein, il y a une plus grande volatilité aujourd'hui, puisqu'on sait qu'avec l'ANI, il y a quand même une bataille commerciale assez sauvage, avec des offres low cost où les gens sont assez déçus, vont prendre des surcomplémentaires, donc vont changer d'opérateur. Donc est-ce que ces complémentaires ont intérêt à investir sur des populations par rapport à des dépenses de long terme, avec des retours sur investissement de moyen et long terme, alors qu'effectivement, ils sont confrontés à une volatilité de plus en plus grande des contrats? C'est exactement le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la volatilité, elle est là, elle est à nos portes, il y a une concurrence débridée entre même des mutuelles de la fonction publique, hein, qui jusque-là avaient un pacte de non-agression. On est dans le domaine de la concurrence, nous sommes des organismes privés. Et donc, pour répondre à ta question, l'idée, c'est de dire qu'il faut donc une continuité, une traçabilité, il faut être imaginatif. Donc, pour moi, il faut se projeter sur la pharmacie de demain. Et nous, on va se projeter aussi sur les garanties de demain. On va demander une portabilité des actions de prévention, d'où une nécessité de recourir à un tiers de confiance pour, on va dire, faire de l'observance et partager la data. La data ne doit pas rester la propriété unique de la CNAM. Et donc, à partir de là, je pense que Small is Beautiful, c'est plus du tout d'actualité. Ouais. En même temps, les regroupements massifs font qu'il faut qu'on aille vers de là. Donc, on parle beaucoup de médecine translationnelle, de médecine personnalisée. Nous, on doit faire des garanties personnalisées. Avec le digital, on ne doit pas perdre notre proximité, retrouver de la proximité. On a eu tendance, nous, à se séparer de nos réseaux commerciaux, comme d'autres. Hein, c'est d'autres modèles que vous connaissez bien. Eh bien, aujourd'hui, le digital ne fera pas tout. C'est un argument, effectivement, je pense, indispensable à la création d'opérations en commun. Mais je pense surtout que nous, on doit trouver des réseaux de proximité. Donc, avec le zéro reste à charge optique, audioprothèse, ça c'est fait. Dentaire, on a déjà essayé, ça va être plus compliqué. Moi, je plaide pour qu'effectivement, entre les OCAM et les pharmacies d'officine, on puisse trouver des accords. Et effectivement, c'est avec les groupements, oui, que ce sera idéalement fait, parce qu'il faut qu'il y ait une structuration, une ingénierie qui redescende au niveau local. Vous êtes, pour nous, des professionnels de santé de proximité. Alors après, il faut trouver le ROI pour les deux acteurs. Bien sûr. Pour nous, les OCAM, c'est clair, il y a deux catégories, on va dire, de possibilités d'action. Moi, je pense senior, on en discutait tout à l'heure avec quelqu'un dans la salle. Nous, on a beaucoup travaillé, puisqu'on fait de la santé et de la prévoyance autour de la dépendance. C'est un domaine qui n'est pas préempté par l'État pour le moment. Je pense qu'il ne le sera pas durant les prochaines années. À partir de là, c'est notre rôle en tant qu'acteur privé de créer des dispositifs de maintien de l'autonomie. Donc évidemment, il y a la problématique du maintien à domicile. Bien sûr. Vous savez aussi qu'il y a des organismes comme DocaPost qui font des choses pour se diversifier et se rendre donc chez les personnes âgées pour s'assurer qu'elles sont en pleine santé, excusez-moi, mais qu'elles sont là, présentes. Nous, on monte des opérations de ce type-là avec des personnes pour au quotidien donner des indicateurs sur le maintien en autonomie de la personne âgée. Donc, il y a énormément de choses à faire sur le terrain du maintien de l'autonomie, et je pense avec vous. Il y a énormément de choses à faire aussi, donc ça, Lucien l'a dit, il y a plein de domaines, mais je pense pour les contrats collectifs notamment, au ROI, pour l'OCAM, c'est quoi? Pour le contrat collectif, c'est rendre un service à l'employeur. Bien sûr. L'employeur, il a un focus, surtout en ce moment, sur l'absentéisme. Tout à fait. C'est là où les OCAM sont le plus investis en termes de dépenses de prévention aujourd'hui. C'est dans les entreprises, sur la campagne de vaccination contre la grippe ou ce genre d'action, me semble-t-il, non? Ça existe. Ouais. Ça existe, mais le problème, après, c'est le montage de l'opération. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut dédier, donc, dans un panier de soins, X euros à, par exemple, une opération de vaccination antigrippale pour les actifs, très bien, dont acte, mais je pense qu'il serait plus vertueux de monter toute l'opération et une fois de plus de s'assurer que l'actif a vraiment été vacciné et qu'on puisse tracer s'il a vraiment ensuite eu un moindre taux d'absentéisme. Bien sûr. Et donc je retourne aux data et je retourne à l'obligation d'avoir une action montée en commun avec une traçabilité commune pour pouvoir effectivement démarrer sur des opérations simples, lisibles. L'OCAM peut lui faire de la publicité pour l'opération, c'est ce qui vous manque. L'OCAM peut relayer vers vos pharmacies, dans la mesure où il s'agit d'un parcours de soins. À la condition que ce ne soit pas des réseaux fermés. C'est une question que je voulais te poser. Hein. C'est-à-dire, qui dit 5 opérateurs, dit industrialisation des process, dit quand même nostalgie des réseaux fermés. C'est ces réseaux fermés type Santé Claire, où effectivement, l'assuré est obligé d'aller chez
chez l'opticien qui est recommandé par le réseau, en fait. Or, les professionnels de santé, les médecins ont dit non, les dentistes se font tirer les oreilles. Alors, ça m'étonnerait que les pharmaciens aillent signer des réseaux fermés, me semble-t-il, Anne-Marie. Moi, je ne peux pas envisager une seule seconde qu'on puisse signer un réseau de type fermé avec des pharmacies d'officine, ce serait stupide. Ce serait aussi insulter le fait qu'aujourd'hui, il y a un regroupement des acteurs de santé au niveau local, avec la désertification médicale, et ce serait insulter le fait que le digital va avoir une importance non négligeable dans l'opération. Donc à partir de là, moi, je plaide donc contre les réseaux fermés, je pense qu'ils sont obsolètes. Je plaide pour le fait qu'on choisisse plutôt une alternative d'ouverture. On a parlé d'expérimentation. Et je pense qu'il ne faut pas figer les choses dans le marbre. Une fois de plus, commencer sur des opérations simples. On a parlé d'hiatrogénie. Nous, c'est des sujets qui nous préoccupent. On a parlé de vaccination antigrippale. On a parlé de bien manger, bien bouger. J'entends ça en tout cas en écho dans la bouche de Lucien. Donc nous, c'est tout à fait nos thématiques. Alors je précise simplement qu'une fois qu'on a dit tout ça, il ne faut pas oublier que les OCAM, dans leur panier de soins, donnent 15, 20, 30, 40, 50 € pour les meilleures garanties, sans parler des surcomplémentaires qui sont souscrites pour obtenir encore du plus. Le problème, c'est qu'on ne trace pas ce qu'on paye. Bien sûr. On ne sait déjà pas ce qu'on paye à part la couleur de la vignette pour les médicaments. Donc il faut trouver des solutions aussi pour pouvoir sélectionner des paniers de soins. Et c'est pour ça qu'il faut une ingénierie avec le regroupement. Bien sûr. Toute dernière question avec une réponse brève, Anne-Marie. Est-ce que les OCAM vont être incités à investir massivement dans la prévention sur des pathologies chroniques où elles remboursent peut-être 10, 15, 20%, l'assurance maladie en rembourse 70 à 80, voire 100%, et que c'est elle qui ferait finalement la plus grosse opération financière à moyen terme si ces pathologies sont moins présentes. C'est un discours qu'on entend chez les complémentaires santé. Alors on est complètement investi parce que c'est une idée fausse de croire qu'on ne dépense absolument rien quand les patients sont en ALD. On prend en charge effectivement tout un tas de prestations. Tout à fait. Mais par contre, c'est pas très proactif, je reconnais, puisque une fois de plus, nous sommes acteurs passifs dans ce domaine-là. Donc nous ne faisons que constater que les complémentaires payent aussi pour les ALD. Donc là, tu parlais des maladies effectivement qui nécessitent un suivi et de l'observance. Alors là, pour le coup, on investit. On a beaucoup investi donc en termes de maladies cardiovasculaires. On investit aussi en termes de dépistage du diabète. Et à partir de là, ce que je crois et qui est bien engagé, c'est que de plus en plus d'opérateurs complémentaires vont relayer donc les grandes actions nationales donc de la CNAM-TS et derrière démarrer sur finalement une chaîne. Et dont le pharmacien serait un des membres actifs. Et c'est là que nous pouvons effectivement être réellement proactifs avec les pharmacies d'officine. D'accord, merci Anne-Marie. Alors justement, ça me permet de faire un enchaînement avec Alexandre. Pour effectivement créer ces chaînes, cette interprofessionnalité dont la prévention doit à tout prix faire profit, si j'ai bien compris ce qu'on a entendu, il faut aussi des organisations intelligentes qui nous permettent de sortir des fameux silos et de partager l'information de façon réactive. Alors justement, vous, chez CareLab, vous faites partie de cette génération de start-up qui réfléchissent justement sur cette transversalité des services, des informations et donc de la valeur ajoutée partagée, si je puis dire. Oui, bonjour Hervé, merci d'avoir invité CareLabs sur le congrès PHR, merci Lucien. 2-3 mots pour rappeler ce qu'est CareLabs, peut-être Alexandre? Alors, oui. CareLabs, c'est un éditeur de solutions, prestataire de services de paiement dont les clients sont les OCAM. Donc nous vendons des solutions qui permettent aux organismes complémentaires d'interagir sur le paiement de tout ce qui est ornomenclature notamment. Et donc, je fais écho à votre sujet qui est donc la prévention. On voit totalement chez les OCAM un changement un paradigme en fait, qui est qu'aujourd'hui, ils veulent investir massivement sur la prise en charge de cette prévention. Ils veulent investir massivement, sans doute de manière non philanthropique, sur le fait que ça leur coûte moins cher d'investir sur la prévention que sur le curatif. Et donc, on intervient là-dedans. Ce que disait Anne-Marie sur la data tout à l'heure est tout à fait juste. Aujourd'hui, un OCAM n'a aucune lisibilité sur ce qu'il finance déjà dans le curatif. Et dans le préventif, et notamment sur leur nomenclature, c'est une opacité totale. Aujourd'hui, sur des réseaux comme les ostéopathes, par exemple, le service fourni par l'ostéopathe est clairement identifié. C'est une prestation qui a un tarif, donc une prestation X,
X avec un tarif A. Et quand on fait un appel de droit sur de l'ostéopathie, il est relativement facile pour un opérateur comme nous au milieu d'arriver à identifier le service qui est fourni, également le coût de cette prestation, et donc de demander à l'OCAM de financer cette action. Au niveau de la pharmacie, c'est un peu plus complexe, puisqu'il y a une multitude de choses qui s'opèrent. On parle d'entretien pharmaceutique. Lucien demander des cabinets pharmaceutiques, donc, qui sont des rendez-vous. Il y a également des produits, donc des médicaments. Et ce que NOCAM ne veut surtout pas, c'est financer, par exemple, 50 € d'automédication, et que dans ces 50 € d'automédication, ce soit un gel douche qui soit financé. Ce que veut NOCAM, c'est qu'on vienne traiter de la prévention sur le tabagisme, l'obésité, une multitude finalement d'actions préventives, mais il ne faut pas sortir de ce cadre-là. Donc voilà comment on essaye d'opérer. Donc au niveau des réseaux, il y a des réseaux qui aujourd'hui on a constitué nous-mêmes un réseau qui est un réseau ouvert, où on n'essaye pas de conventionner de quelque façon que ce soit. Donc on a un réseau de 30 000 professionnels de la santé, parce que moi je suis un peu enrhumé, de 30 000 professionnels de la santé, donc autant des psychologues cliniciens, des diététiciens, des ostéopathes. On a également 4 000 pharmacies, et notamment les pharmacies du réseau PHR. Donc on milite aussi pour des réseaux ouverts, et sur le fait de comment va se structurer la profession de la pharmacie, puisqu'on parle de pharmacie ici, sur cette relation avec les OCAM. Et nous, on est un facilitateur, en fait, en effet une start-up, mais bon, qui édite des solutions. Donc c'est comment on fait interagir les OCAM, et donc qui couvrent des bénéficiaires, avec des réseaux de professions de santé qui donc sont au contact du bénéficiaire. Et Lucien dit quelque chose de très juste tout à l'heure. La pharmacie est le premier acteur de santé en France. Quand il nous arrive n'importe quoi, on marche, on rentre dans une pharmacie, on a un professionnel de santé diplômé, on a quelqu'un qui est là et qui peut répondre à une question. Ça, c'est quand même quelque chose de fort, je trouve, dans la santé. Et on est au contact, un pharmacien est au contact de la population, en effet, sur des gens sains et sur des gens malades. Quand on parle de prévention, il me semble que ça s'opère sur des gens sains, a priori, puisque c'est en primaire en tous les cas. En primaire, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, justement, ce qui est très intéressant dans ce que vous expliquez, c'est qu'effectivement, on évoquait la problématique de ROI tout à l'heure, par exemple pour les assureurs complémentaires, mais c'est la même chose pour l'assurance maladie. Le ROI, il va déjà être dans la précision du retour de l'impact de l'action menée via la donnée, en fait. Déjà, vérifier si c'est utile, premièrement. Est-ce que ça générera des économies? On sait que ça sera sans doute à moyen ou long terme. Mais déjà, si c'est utile à court terme, on peut estimer que l'économie sera là à moyen ou long terme. Donc on peut avoir peut-être une gestion beaucoup plus prospective de ces actions de prévention, me semble-t-il, grâce à vos technologies. Oui, tout à fait. Grâce à nos technologies, en fait, au même titre que il y a une norme de place sur toutes vos cartes de mutuelle, les vôtres et celles des patients qui rentrent dans les officines. Cette norme de place, c'est un QR code. Ce QR code, c'est donc le petit carré que vous pipez avec la douchette de la pharmacie. Et sur un certain nombre de choses, il vous donne des droits. Donc, il y a le régime obligatoire, le régime complémentaire. Et sur ces droits-là, ensuite, il y a des opérateurs de tiers payants qui viennent se positionner au milieu, mais l'OCAM n'a pas de visibilité sur ce qui se passe par rapport à l'appel à droit. En effet, nous actionnons sur leur nomenclature pour l'instant, sur le fait de dire qu'est-ce qu'on met dans cet appel de droit, qu'est-ce qui est remboursable ou pas remboursable, qu'est-ce qui est pris en compte. Et pour l'OCAM, en plus de ça, le fait que ça se passe par le digital fait que ça réduit considérablement les frais de gestion. Imaginez en pharmacie, vous avez un OCAM qui couvre pour 20 € d'automédication par an son bénéficiaire. Le bénéficiaire va dans la pharmacie, est obligé de regarder qu'est-ce qui est couvert. Alors, ça va être du traitement sevrage tabagique, par exemple. Donc, le pharmacien va lui faire un conseil sur ces produits-là. Et puis, donc, il y aura un achat.
une facture. Le bénéficiaire va envoyer cette facture à l'OCAM. L'OCAM va ouvrir le courrier, tout basiquement, regarder la facture, vérifier que ça rentre bien dans les droits, que c'est bien du sevrage tabagique et pas autre chose. Va consulter donc un ETP va regarder sur un ordinateur est-ce que les droits ont déjà été consommés ou pas, et un remboursement va s'opérer. Pour vous donner un ordre d'idée, selon les OCAM, ce coût de gestion de facture, il évolue entre 3 et 20 euros. Avant votre technologie, on est bien Avant notre d'accord. technologie, Voilà. il évolue entre 3 et 20 euros. Vous calculez, Donc ça bouffe le forfait. calculez pour un droit à l'automédication c'est ça. de 20 euros si le coût de gestion est de 20 Ouais, euros. c'est vite fait. Pour le ROI et sur votre question, l'OCAM aurait vite tendance à dire on va plutôt enlever ça. Et c'est dommage parce que bien sûr. s'il enlève ça, il n'est plus dans sa politique d'investissement sur la prévention. Et donc, nous, on est venu apporter une solution qui fait que c'est 100% automatisé, 100% informatisé, et donc cet appel de droit est géré par des paramètres. La vraie question, c'est ces paramètres, comment on arrive à les définir, et donc les actions, on les développe et notamment on les travaille avec C'est ça. PHR. Là, vous écoutez votre client, je suppose. Hein, c'est des cahiers des charges très précis. C'est à eux de dire ce qu'il faut récolter comme type de données, quoi. C'est ça. Et donc cette donnée, finalement, dans le logiciel de la pharma, au moment où on va biper les produits qui vont être sortis, bien, on accepte ou on n'accepte pas certains produits. Et donc l'OCAM a tout de suite la visibilité sur ce qu'il prend en charge. D'accord. Alors, deux petites questions, Alexandre. La perspective de 5 énormes opérateurs, est-ce que ça risque pas de vous compliquer la vie, vous, petite start-up, qui a besoin d'agilité, de réactivité de la part de vos clients, etc., etc. Comment est-ce que vous appréhendez ça, ou Écoutez, c'est trop tôt, enfin? Oui, Ouais. c'est trop tôt. Honnêtement, D'accord. vous savez, Pas d'avis. quand on est une start-up, ce qui nous complique la vie, c'est beaucoup de choses. C'est sûr. C'est déjà s'adapter à la taille de tous les acteurs qui sont Bien face sûr. à nous. On est forcément petit, modeste, on apprend chaque jour des choses aussi, de nouveaux métiers. Vous savez, nous, on fait de l'informatique et on est prestataire de services de Bien paiement. sûr. Notre métier, c'est celui-là. Et on a, avec la modestie qu'on se doit, on n'agit pas sur des décisions des OCAM. On se substitue en aucun cas à la stratégie de nos OCAM. On se substitue encore moins aux stratégies de santé que sont les opérateurs, enfin, que sont les grands acteurs que vous citiez. Ouais. Nous, on essaye vraiment de faciliter les relations Bien sûr. entre un payeur et un réseau. D'accord. Il se trouve que c'est un réseau de soins, il se trouve que les payeurs sont des OCAM. Nos solutions, pour vous donner un autre exemple, on a signé tout récemment avec une association qui intervient sur de l'aide alimentaire au Niger. D'accord. Pour moi, là, le payeur, c'est une association. Le bénéficiaire, ce sont des familles qui ont besoin de manger. Et donc, il y a une diaspora qui finance ce coût alimentaire. En fait, on vient faciliter la chose. On ne prend pas position sur les acteurs d'un côté, enfin, de quel côté que ce soit. D'accord. Alors, vous travaillez avec des OCAM. Est-ce que vous avez des discussions, des projets, des réalisations avec l'assurance maladie obligatoire ou pas? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais ça fait partie. Vous avez des discussions avec eux? Non. Nous, Ils ont d'autres opérateurs? On est ouvert à tout et fermé à rien. D'accord, ok. Justement, Stéphane, si je peux me permettre de vous poser une petite question sur ce que fait l'assurance maladie obligatoire aujourd'hui. On a beaucoup parlé des OCAM. Vous qui avez analysé ça en profondeur avec le HCAM, est-ce que l'assurance maladie, comment vous jugeriez l'engagement dans la prévention de l'assurance maladie? On a beaucoup parlé de programmes qui ont produit des effets. Je pense à MT-Dent, par exemple, contre la carie. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui sur ce sujet? Tout d'abord, monsieur a beaucoup parlé de l'ostéopathie. Je peux quand même en dire deux mots. Vous parliez tout à l'heure des insuffisances du budget de la prévention en France. Ce qu'on appelle les actions de prévention collective, donc toute l'information, l'éducation à la santé, tout ce qui est fait pour prévenir un certain nombre de comportements déviants, etc., ou des néfastes à la santé, cela pèse 3% des 15 milliards dont on parlait tout à l'heure. 3% des 15 milliards, ça fait très exactement 500 millions. Il se trouve que les OCAM remboursent pour 500 millions l'ostéopathie. Faisons le
comparatif entre ce que on décide collectivement de financer en termes de prévention collective à hauteur de 500 millions, limité à 500 millions pour le coup. Est-ce que, à travers un dispositif de solvabilisation et à travers la mobilisation de ces droits de tirage par les usagers, on mobilise aussi 500 millions sur l'ostéopathie. Il n'y a rien contre l'ostéopathie, mais je ne pense pas qu'on soit tout à fait en termes d'impact sur la santé des populations, sur les mêmes effets potentiels. Après, vous n'avez pas mal au dos, visiblement. Hein, mais Comment bon, vous n'avez pas mal au dos. Non, oui, mais enfin, l'ostéopathie, c'est voilà, c'est un. Non, mais c'est des comparaisons intéressantes ce que vous faites. C'est un domaine qui a été exfiltré Ouais. par rapport à précisément une prise en charge commune qui a été laissée aux OCAM et un domaine sur lequel on sait très bien que les pouvoirs publics ont toujours été c'est un produit mal à d'appel. l'aise. C'est un produit d'appel pour les OCAM, hein, clairement. Me semble-t-il, non? Non, Anne-Marie, non? D'accord. Non, mais c'était simplement. Et alors sur l'assurance maladie obligatoire, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'elle s'engage? Est-ce qu'elle se bouge? Est-ce qu'elle a des actions avec les pharmaciens qui sont notables? Non, mais l'assurance maladie obligatoire, encore une fois, soit on la considère comme un opérateur parmi d'autres qui diligente ses propres actions, ses propres programmes, comme ils le font pour le Prado à la sortie de l'hôpital, comme ils le font en matière de prévention. Ils ont des programmes spécifiques, mais à côté des autres acteurs. Soit on considère le cœur de métier de l'assurance maladie. Le cœur de métier de l'assurance maladie, c'est quoi? C'est de financer ce que les pouvoirs publics ont décidé comme étant des priorités en matière de santé publique. En même temps, je vous coupe, mais si on écoute Nicolas Revel, il aspire à devenir un assureur santé, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans ses discours en tous les cas. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Au Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie n'est pas la CNAM. Hein, non, je sais bien, mais vous êtes très proche d'eux. Donc. Non, mais le sujet, c'est que l'on a, et on le sait très bien ici, les pharmaciens le savent très bien, on a un mode de tarification, enfin de remboursement différent selon les différents vaccins, par exemple, ceux dont on parle, les populations que l'on considère, selon qu'on va considérer le produit ou le fait d'injecter, selon le professionnel qui va injecter le produit, on va avoir des prises en charge différentes. Donc ce n'est pas de la responsabilité de l'assurance maladie, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics en tant qu'ils ont fabriqué un système complexe à l'extrême, mais cela fait partie évidemment du renforcement de la politique vaccinale que de pouvoir donner de la visibilité aux gens sur la façon dont ils vont être remboursés lorsqu'ils jouent le jeu de la vaccination. La première responsabilité des pouvoirs publics, en dehors de se donner et de donner aux professionnels les moyens de vacciner, la première responsabilité des pouvoirs publics, c'est de faire adhérer les individus à une politique, et cela passe notamment par la question de la solvabilisation et de la prise en charge. Donc là, il faut bien entendu faire évoluer la doctrine en matière de remboursement, des remboursements qui aujourd'hui sont beaucoup plus attachés à des actes ou à des produits qu'à des stratégies. Si on dit que l'on veut développer une stratégie en matière de prise en charge, de dépistage, une stratégie en matière de prise en charge sur le volet nutritionnel dont on parlait, etc., etc. Si on veut une action populationnelle, une action sur les territoires, il faut que la doctrine de prise en charge par l'assurance maladie évolue à son tour et que l'on ne soit plus sur, encore une fois, quelque chose d'atomisé, de ponctuel, au cas par cas, mais sur une approche stratégique. Et là, très clairement, on voit plus l'évolution des choses du côté de l'assurance maladie sur ce cœur de métier que sur le fait qu'elle puisse, à différents égards, construire par elle-même
un certain nombre de programmes spécifiques D'accord. détachés de l'action des autres acteurs. C'est clair. Merci beaucoup. Je vous ai donné la parole une seconde fois, vous m'en excusez, mais c'était justement pour qu'on puisse évoquer la question de l'assurance maladie obligatoire, parce qu'on n'avait pas de représentant. Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure. Je propose peut-être que, alors, si on peut allumer dans la salle et faire circuler des micros, parce qu'il va forcément y avoir des questions. N'hésitez pas, surtout. Voilà, madame au premier rang. Si, voilà, merci. Bonjour, moi je travaille depuis 1990 dans les réseaux de soins et j'ai toujours dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc j'ai toujours prôné des consultations de prévention, mais bon, c'est jamais arrivé. On n'a pas parlé d'un acteur aussi qui est en dehors des assurances maladie, mais qui ont été créés et financés, c'est créé par l'État, financé par les pharmaciens, ce sont les URPS, qui font des actions dans chaque région, Vous avez raison. qui ne sont pas connues. Chacun bidouille dans son coin et personne n'en parle. Des pharmaciens suivent ces actions à Paris, région parisienne. Il y a une action sur le dépistage du diabète. Peut-être que dans d'autres régions, je ne les connais pas, il y a d'autres actions. Et je voulais dire aussi que je connais le CESFARM depuis très longtemps et que je le trouve un petit peu obsolète parce que, envoyer des affiches papier, c'est bien gentil, mais combien de pharmaciens adhèrent au CESFARM, c'est ce que j'aimerais savoir. Et maintenant, à l'heure du digital et de la communication par écran, je pense que le CESFARM a aussi besoin d'évoluer un petit peu. Merci pour la mise au point sur les RPS. Et Karine, si vous voulez peut-être répondre sur le CESFARM tout de même, puisque on reproche le papier, mais c'est quand même un espace physique, l'officine. Alors, URPS, tout à fait d'accord avec vous. Il y a effectivement plein de choses qui sont faites par les URPS et c'est vrai qu'on n'a pas toujours la visibilité de toutes ces actions. Ils financent énormément d'actions de prévention. Sur le CESFARM, vous faites référence aux affiches. Alors, les affiches, c'est vrai que ça fait longtemps que c'est oublié au CESFARM. On est passé à une autre ère, donc je vous invite à aller effectivement sur le site du CESFARM qui est d'ailleurs qui est en train de changer, donc qui est en pleine évolution. Il y a énormément de documents qui sont disponibles, bien sûr, en PDF et autres, que chaque pharmacien, avec son code RPPS, peut commander et recevoir gratuitement dans toutes les pharmacies. Et là, je vous assure qu'il y a énormément d'informations. Il y a des lettres électroniques qui sont diffusées, aussi les actualités du CESFARM, j'espère que vous les recevez. Donc l'ordre a évolué en termes d'organes de communication. J'espère que vous tous vous avez remarqué. J'espère que vous avez l'application de l'ordre qui vous permet d'avoir toutes les actualités tous les jours et notamment celle du CESFARM. Donc je pense qu'on est passé au-delà de l'affiche et si vous n'avez pas cette information, je vous invite dès aujourd'hui sur vos moteurs de smartphone à aller chercher l'appli de l'ordre de pharmacien et vous aurez toute la documentation disponible que vous pouvez aussi recevoir en PDF et autres chez vous à la pharmacie, encore une fois gratuitement. Donc, mais ceci dit, il y a encore d'autres choses à faire et on y travaille. Et vous avez mentionné les affiches. On travaille à une solution puisque justement le code de déontologie prévoit dans sa nouvelle version que les pharmaciens puissent communiquer sur les campagnes et les programmes de santé publique. Nous réfléchissons à un moyen d'accompagner les pharmaciens justement dans ce sens-là et de remplacer le système d'affiches qu'on a un peu abandonné par des systèmes potentiellement d'écran que l'ordre justement alimenterait régulièrement en film et autres. Bon, évidemment, tout ça, c'est un coût. Voilà, donc il faut qu'on travaille sur les modèles financiers pour que ce soit gérable, sans augmenter les cotisations. Voilà, donc ce travail est en cours. C'est pas simple parce que, encore une fois, tout ça, ça a un coût. Mais l'idée, c'est ça. C'est puisqu'on demande aux pharmaciens dans le code de déontologie de communiquer plus sur la santé publique, c'est de pouvoir offrir à tous les pharmaciens, y compris, donc, vous m'avez compris, ceux qui ne sont pas groupés, la possibilité de communiquer via le CESFARM. Très bien. Merci pour une mise au point. On rappelle aussi le travail du 25 novembre sur la transversalité intrapharmacien sur la prévention, c'est ça sur lequel le livre... C'est ça, j'ai bien compris ou pas? Excusez-moi, peut-être j'ai mal compris. J'ai évoqué la date du 27 novembre pour le code de déontologie. Le code de déontologie, pardon. Avec le ministère. Et il y a les ateliers qu'on a commencé lundi dernier, donc avec maintenant qui vont vivre leur vie d'atelier de travail
avec pour objectif de livrer voilà, des éléments pour avril, mai. Avril, mai, d'accord. Lucien, tu voulais compléter ou j'ai pas... Non, tu as levé le doigt. D'accord, ok. Une autre question? Une question là-haut. Excusez-moi, je vois pas bien là, donc n'hésitez pas à vous lever. À droite, là-bas. Voilà, merci, monsieur. Bonjour, Philippe Combe, je suis pharmacien dans le Loir-et-Cher. Et pour rebondir sur les médecines naturelles, j'ai une pharmacie qui est vraiment spécialisée dans les médecines naturelles. Et je me suis lancé dans les consultations. Et sur demande des patients, soit qui n'avaient pas de réponse dans les médecines classiques ou qui avaient envie d'aborder ça. Et pour vous dire que je fais des consultations qui durent environ 3/4 d'heure, 1 heure, et que je me fais rémunérer pour ça. Combien sans indiscrétion? 30 €. Pas mal. Ouais. Et ça passe... Un commentaire peut-être? Sans problème. Commentaire sur cette info? Non? Non, effectivement, toutes les actions de ce type-là, il faut évidemment les encourager. Ça participe à changer l'image et le Bien rôle sûr. du pharmacien auprès du patient, quoi, hein. Ouais. Il faut que les pharmaciens se fassent un peu plus confiance, j'ai l'impression, non? Oui, Me vous semble-t-il. savez, Ouais. on a parlé de la vaccination. Je pourrais en profiter pour vous donner Bien les sûr, chiffres bien sûr. de Allons-y. l'expérimentation. Vous avez une idée de combien de patients on a vaccinés Non. aujourd'hui? Allez. 50 000? Ah oui, quand À ma même. gauche, combien j'ai? Non, c'est les estimations de M. Pardon. Combien de patients Monsieur les Le Goulard pharmaciens ont veut pas se vaccinés à ce prononcer. jour? Ouais. Oh, il y en a qui suivent. Hein. Non. Combien alors? Non, 70 000. Ah ouais. Ce que je trouve effectivement énorme. Pourquoi 3 semaines, un mois de campagne? Oui. D'accord. Donc c'est génial. Ce que ça veut dire, c'est que, les pharmaciens se sont mobilisés en premier. Le nombre de pharmaciens qui se sont formés, qui ont obtenu les autorisations en temps et en heure, et je peux vous dire que ce n'était pas gagné d'avance, tous ceux qui ont travaillé dans les 2 régions, que ce soit les URPS, les syndicats, l'ordre, que ce soit la section C, la section D, en relation avec les ARS, on a marché au pas de charge pendant 4 mois. Donc le nombre de pharmaciens qui sont aussi aujourd'hui autorisés, qu'ils soient titulaires ou adjoints, le nombre d'officines qui sont autorisées par les ARS, c'était déjà un succès pour moi. Ça veut dire que la profession est prête et a envie de s'investir dans ces missions-là. La deuxième question qui restait à répondre, c'est est-ce que les patients vont venir? Est-ce qu'on a... Mais je suis sûre que tout le monde dans la salle peut en témoigner, qu'on soit dans ces régions ou pas. Moi, il n'y a pas... Allez, pas tous les vaccins, mais j'allais dire 1 vaccin sur 3 que je délivre, où le patient ne me dit pas « vous pouvez me vacciner » et je ne suis pas dans une région pilote. Donc on voit bien que les patients et que la population, ça rejoint le commentaire que je disais, il faut y aller, les patients nous attendent sur ces rendez-vous. Est-ce qu'on a une évaluation du retour d'expérience du patient, savoir s'il est satisfait, pas satisfait? Est-ce que c'est envisagé, ça, justement, dans le suivi de l'expérimentation ou pas? Absolument. Et on n'a pas d'éléments là-dessus? Non. Là, on est dans la partie maintenant où on a juste les chiffres bruts. C'est trop difficile pour le moment, trop tôt. Et puis, c'est pas nous qui ferons l'évaluation. On laissera au pouvoir public le soin de faire l'évaluation. 70 000, c'est à quelle date? Parce que ça va évoluer. C'était là, ce week-end. Hier, mais c'est plus 5 ou 6 000 tous les jours. Plus 5 ou 6 000 tous les jours. D'accord. Alors, une question? Oui, ici. C'est sur le coup de la médecine du travail. Une consultation de médecine du travail, ça dure 20 minutes. Ça coûte 90 € par an. Donc 90 multiplié par 3, 270. Mais comme le salarié n'est convoqué que tous les 3 ans, nous arrivons à une consultation médicale, infirmier, à 800 €. Pensez-vous que ce soit très raisonnable? Qui peut répondre sur ce sujet? Lucien? Non, personne ne veut répondre là-dessus? Allez, il faut dans la question, il y a la réponse. Voilà, chercher des sous pour financer les rôles que les pharmaciens pourraient jouer. On voit là qu'il y a des pistes. Il y a des pistes, bien sûr. L'efficience du système est à trouver et le pharmacien peut participer à l'amélioration de cette efficience.
Ça me rappelle l'époque où j'étais président de la NEF, où j'avais été voir Bérégovoy pour lui dire il faut payer les étudiants en pharmacie qui vont faire un stage en 6e année hospitalo-universitaire, et qui m'avait dit c'est pas possible. C'est pas possible. Alors il payait les étudiants en médecine, mais les étudiants en pharmacie, c'était impossible. On lui avait rempli quelques sacs de pièces jaunes, on les avait jetés du haut du Louvre. Il avait compris qu'il y avait de l'argent et il a fini par trouver. Là, je pense que, sans passer par des actions, voilà, c'est tout le rôle et des groupements de Fédergie, je pense, le mien, l'ordre, les syndicats, de plaider la cause des pharmaciens, et les enveloppes vont se débloquer, se retrouver. Quand je pense aux centaines de millions d'euros que l'on dépense pour le dossier médical partagé, qui est déjà complètement obsolète avant moi d'être C'est pas vrai, il y a le DP. et pour qui fait office de lequel on DMP. devrait rémunérer le pharmacien un centime parce que, ou un euro. Enfin, arrêtons. Bien sûr. Arrêtons. Au moment de la digitalisation et de je le dis, je le répète, nous on l'a dit, moi je suis contente qu'Isabelle ait repris mon slogan en disant l'assurance santé plutôt que l'assurance maladie. Je vous dis que dans 5 ans, nous parlerons de ce que j'ai dit il y a 10 ans. Je dis que ce n'est pas le dossier médical ni le dossier pharmaceutique. Je suis désolé, même si je le défends, ça sera le dossier patient Bien individualisé. Donc ça sera le DPI. Et moi, patient, comme disent les représentants des associations de patients, dit je t'embête, d'accord, ce sont mes données, j'ai envie de les partager avec qui je veux. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, ça va se transposer, qu'on le veuille ou non. C'est pas la peine. Bon. Et ce qui compte, c'est pas tellement l'observance, parce que là aussi, je t'embête, j'observe si je veux. D'abord, c'est l'acceptation. Acceptation de mon traitement, acceptation de ma maladie, acceptation de tout ça. Et là encore, rôle du pharmacien. Bien sûr. Merci Lucien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Je vais me permettre une dernière interpellation, s'il en est d'accord, avec Robin, représentant des étudiants, si vous êtes d'accord. Hein. Vous incarnerez l'officine de demain. Est-ce que la prévention, ça fait partie de vos sujets de préoccupation, vos idéaux d'exercice demain? Et est-ce que je suppose que vous y réfléchissez à la NEF, et comment vous voyez ça, je sais pas, dans 10 ans, 15 ans? Alors bien sûr que ça fait partie de nos préoccupations, ne serait-ce que parce qu'au sein de notre bureau national, on a une vice-présidente en charge de la santé publique, un vice-président en charge des questions de solidarité, et donc on est engagé au sein de la NEP sur une réflexion assez avancée sur toutes les actions que nous on peut mettre en place déjà étudiants autour de la prévention. On a pour ça un label qui s'appelle Médicaction, qui a été déposé l'an dernier. Clinique Action, hein, c'est ça? Médicaction. Pardon, ouais, Médicaction. qui vient labelliser des campagnes de santé publique à destination justement du grand public. Et on a plusieurs sujets et campagnes en cours de préparation tout au long du mandat. Donc c'est quelque chose qui nous parle déjà, nous étudiants, et on essaye un peu de sortir du simple cadre associatif de notre mission de représentation des étudiants, et donc de s'investir sur ces terrains-là. Mais bien sûr qu'aussi, en termes de perspectives professionnelles, on a tout à fait pris conscience de l'intérêt de la prévention dans notre exercice de demain, et que c'est un levier, comme beaucoup d'autres, pour différencier le pharmacien d'officine d'autres professionnels de santé, et de renforcer cet aspect de dernier maillon de la chaîne de soins et d'acteurs de proximité. Le chiffre très parlant on a 4 millions de patients qui rentrent dans les officines tous les jours. Ça doit suffire de nous convaincre qu'on doit s'investir dans la prévention. Donc les étudiants en sont conscients, et dans les années à venir, on a bon espoir que les pharmaciens d'officine de demain aient conscience de cette problématique et s'y investissent à fond. Bien sûr. Sachant que sur les 4 millions, il est probable que demain, il y en ait beaucoup qui ne rentrent plus pour acheter des médicaments, mais espère-t-on pour autre chose, quoi. C'est un risque. Voilà. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on a une dernière question, Lucien? Non, hein. Madame, oui. Non, juste, Romain, il y a le service sanitaire aussi. Pardon? Oui. Ah oui. Alors, oui, allez-y. Alors, qu'est-ce que c'est le service sanitaire? Il nous faudra une table ronde pour en parler. Le service sanitaire, c'est quoi? C'est une promesse de la campagne électorale du candidat Macron, à laquelle il tient véritablement et qui souhaite mettre en place très très rapidement.
L'idée, c'est de dire tous les étudiants en santé, pendant 3 mois, vont effectuer des missions de prévention, des missions d'éducation à la santé auprès du grand public. On ne sait pas encore sur quel terrain d'accueil, mais de manière obligatoire, sur une durée de 3 mois, incompressible, qui peuvent être découpés en plusieurs périodes, mais sur une durée de 3 mois, à compter de la rentrée de septembre 2018. Oui, mais alors, pour le coup, c'est pas dans le PLFSS, hein, ou ça sera dans la stratégie nationale de santé, ça sera où? Parce que je l'ai vu nulle part, moi, perso. J'en ai entendu pendant la campagne, mais je ne l'ai pas vu. C'est ni dans le PLFSS. Ah bon, ouais, alors ça je l'ai raté. C'est ni dans la stratégie nationale de santé, ouais. Mais on a une mission qui a été créée il y a maintenant une quinzaine de jours. Les premières concertations viennent d'être lancées, menées par le professeur Loïc Vaillant de l'Université de Tours. Et on a été auditionné. Je vous avoue qu'on ne sait pas vraiment où on va. Ouais, d'accord. Que c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place, que les maquettes sont déjà surchargées et que la piste la plus probable, la plus plausible pour mettre ça en place, c'est de faire de la place dans les cursus et donc de réduire la part de certaines matières. Vous pensez bien que les doyens sont vent debout derrière cette idée et que ça va être compliqué à mettre en œuvre. Ça va être très compliqué à mettre en œuvre et ils sont garants un peu de la culture générale pharmaceutique des étudiants et que voilà, chaque matière est là pour une bonne raison et donc ça va être très compliqué de faire de la place pour ça. Se pose derrière aussi la question de la formation des étudiants. On va les envoyer, avant de les envoyer sur le terrain, auprès des enfants, auprès des salariés dans les entreprises. Il faut être prêt à répondre aux questions et se pose aussi la question de la rémunération de ces étudiants qu'on va faire déplacer, qui vont effectuer une vraie mission de service. Et voilà. Et vu qu'on nous annonce que ça doit être à coût constant ou le moins cher possible, il y a encore énormément de discussions et de choses à voir pour ça. Mais je tiens simplement à dire quand même que la NEF est plutôt favorable sur le fond de l'idée en disant c'est logique. Voilà, après, c'est la faisabilité. C'est la faisabilité qui est problématique, mais les étudiants, les futurs officinaux, ça leur parle de dire on a des missions, on va développer des missions de prévention auprès du grand public, c'est quelque chose qui nous parle. Merci Robin, on vous retrouve cet après-midi. On conclut, Lucien, hein, je pense. Merci, oui. Merci à tous, on vous applaudit. Merci à vous. Merci à vous, et donc on se retrouve à 14h30, vous savez où on mange, face à la mer, dans le chapiteau. Je compte sur vous pour être là à 14h30. On va faire politique et ensuite on parlera des achats. Merci à tous.